Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Christian Muschenbach. Alors Christian, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la coloration? Qui est 100% dans la cosmétique, puisque je suis rentré chez L'Oréal, qui n'a absolument rien à voir avec le végétal, pas mal d'années, début années 90. Donc j'ai vendu de la coloration chimique, des produits 100% chimiques, très convaincu de ce que je faisais, voilà. Donc ça a occupé pas mal de temps dans ma vie, puisque j'ai travaillé 20 ans. Ensuite, je suis rentré dans le groupe Estée Lauder pour m'occuper de maquillage sur la marque MAC Cosmétiques. Je travaillais en Amérique latine, pour toute l'Amérique latine sur cette marque-là. Donc c'était pas du capillaire, mais on parlait aussi de couleurs quand même, donc de pigments. Mais entre les deux, j'étais au Brésil pour L'Oréal, et justement j'avais pas envie de rentrer au Brésil. L'Oréal voulait que je rentre du Brésil en France après quelques années d'expatriation. Et moi, pour des raisons personnelles, je voulais rester au Brésil. Et à ce moment-là, en fait, une coiffeuse de L'Oréal qui avait été atteinte d'un cancer, qui était devenue une amie d'ailleurs, m'a dit, écoute, mon médecin m'a indiqué les produits terre de couleur. Donc, ça serait intéressant que tu connaisses parce que c'est extrêmement différent de tout ce que j'ai connu chez L'Oréal et chez d'autres. Donc, elle m'a envoyé les produits. Moi, j'ai déposé les produits dans un salon de coiffure qui était à côté de la maison à Rio. Et puis, le salon m'a dit, écoutez, j'ai jamais vu ça, c'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on commence? Et à cette époque-là, moi, j'ai voulu tout simplement devenir distributeur pour la marque Terre de Couleur au Brésil. Je voulais pas faire autre chose que ça. Donc, j'ai commencé à lever des fonds en monnaie brésilienne pour lancer Terre de Couleur comme distributeur là-bas. Donc, ça a pris quelques temps, mais au bout d'un moment, c'était l'époque où le Brésil de pays du futur était rentré dans une situation plus compliquée du point de vue économique. Donc, après 3 ou 4 dévaluations, ça devenait assez cher d'importer des produits et c'était difficile d'engager des investisseurs là-dessus. Donc, finalement, on a suspendu le projet. Et moi, j'avais beaucoup échangé à cette époque avec Rémi Guillaumard, qui est le fondateur de Terre de Couleur. Et on avait eu ces super échanges, c'était passionnant. C'était sur la coloration végétale, mais bien au-delà de la coloration végétale. Et du coup, j'ai décidé à cette époque-là, avec mon épouse, d'investir dans Terre de Couleur, de devenir associé, sans savoir vraiment ce qu'on allait en faire. Et on est resté associé pendant 5 ans. Associé, je dirais, silent partner, hein, sans forcément agir du point de vue opérationnel, mais on prenait des nouvelles tous les 3 mois. Et puis en 2020, j'étais chez Estée Lauder, le Covid arrivait, et puis on s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment, après 20 ans d'expat, on était à New York, et après 20 ans d'expat, c'est peut-être intéressant de peut-être s'investir dans quelque chose de différent. Il y en a un petit peu marre des gros groupes, des grosses boîtes. On a envie d'être plus près des clients et puis peut-être avoir quelque chose qui fait sens. Puis moi, je voyais aussi quand même, tellement habitué des produits effectivement très classiques de la pétrochimie. On voyait quand même qu'il y avait quand même des soucis. Alors, sur les consommatrices, c'est difficile de le voir à très long terme quand on suit pas la même consommatrice pour faire des études pour ça. Maintenant, on sait qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, c'est pas du tout anodin. C'est un peu embêtant d'ailleurs. Par contre, on voyait chez des coiffeurs, j'avais des tas d'amis coiffeurs qui ne pouvaient plus exercer leur métier pour des raisons d'allergie, d'eczéma, voilà. Et donc on s'est dit c'est le moment 2020 de changer peut-être de vie et puis de passer à une échelle peut-être plus petite mais plus près de ce qu'on a envie de faire. Et donc on est rentré opérationnellement en fait sur Terre de Couleur, moi comme DG et mon épouse comme directrice marketing. Voilà, depuis octobre 2020. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter à la marque un petit peu les compétences qu'on avait, qui étaient plus le marketing et les ventes. Et puis Rémi, c'est toujours le chercheur, l'homme orchestre, mais qui connecte des tas de choses, qui apparemment n'ont rien à voir, et puis après font des formules géniales, ce qui moi m'avait séduit.
Et puis voilà, on décolle bien. C'est une marque qui est en très forte croissance depuis maintenant 3 ans. Donc on fait une bonne équipe. Et voilà le parcours, si on veut résumer. J'ai plein de questions par rapport à votre Mhm. parcours, mais on va d'abord présenter aux auditeurs le laboratoire Terre de Couleur. Alors, il faut savoir que Terre de Couleur, au départ, c'était pas du tout ancré sur la coloration végétale d'abord. C'était d'abord ancré sur la santé. Donc Rémi Guillaumard, c'est quelqu'un qui vient des laboratoires, qui vient de Rousset-Duclaf. Il est parti pour des raisons assez personnelles et éthiques. Il a quitté ce laboratoire il y a quelques années. Et puis, il s'est consacré pendant quelques temps à sa passion qui était d'être professeur d'arts martiaux, professeur de budo. Il avait un dojo à Tours. Et en fait, il travaillait, comme c'était un grand intuitif, il a travaillé sur les points communs entre les médecines occidentales et les médecines orientales. Il a commencé à écrire une thèse. Lui a vu des tas de points communs, des tas de ponts et des choses qui pouvaient se compléter. Et puis, il se trouve que son dojo était juste à côté d'un centre esthétique. Et l'esthéticienne, il se trouve qu'elle est tombée sur la thèse de Rémi, qu'il était en train d'écrire. Il a dit, mais j'aurais vraiment envie de formuler des produits à partir de ça. Et Rémi a complètement relevé le défi et il a travaillé avec un grand professeur de médecine et d'homéopathie de Paris. Il a utilisé ses laboratoires et il a formulé les premiers produits Terre de Couleur qui n'étaient pas de la coloration végétale mais qui étaient des masques capillaires détoxinants à l'argile. Et en fait, c'est ce qui a permis justement de proposer des soins mais totalement révolutionnaires. Moi, c'est d'abord ces soins qui m'ont séduit quand j'étais au Brésil, hein, qui permettent, et c'est les seuls à le faire, on est souvent copié mais jamais égalé, heureusement pour nous, à enlever les métaux lourds du bulbe capillaire. Donc toute la philosophie de la marque, c'est vraiment d'abord restaurer la santé du cheveu depuis le bulbe, depuis l'usine à faire du cheveu qui est le bulbe capillaire. Alors que toutes les marques pour lesquelles j'avais travaillé, et les marques en général, travaillent sur le cheveu une fois qu'il est sorti, hein, sur la longueur du cheveu, on apporte des réponses, même avec des produits naturels, sur les longueurs, mais on ne résout rien puisque le cheveu, il va toujours pousser avec ses anomalies, ses déséquilibres. Si c'est un cheveu sec, il va continuer à pousser sec. Parce que ce qu'on fait avec les produits Terre de Couleur, c'est qu'en fait, on va réinitialiser l'équilibre naturel du cheveu en enlevant ce qui l'empêche de vivre normalement. Et puis du coup, comme il retrouve ses fonctions naturelles, l'organisme a vocation à fonctionner normalement. Il suffit simplement de lui permettre de respirer et de fonctionner normalement. Donc un cheveu qui était sec, il va repousser, il va reproduire du cheveu normal, qui n'est pas sec. Et c'est évidemment extrêmement efficace contre la chute des cheveux, particulièrement, parce que tous les anti-chutes du marché, ils vont vous ajouter des tas de trucs dans le bulbe pour exciter le bulbe, pour faire pousser. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout ce qui l'empêche de fonctionner. Et aucune marque ne fait ça. Donc en fait, c'était d'abord une approche autour de enlever les toxines. Les toxines, par exemple, qui viennent de la chimio. Les femmes qui font de la chimio perdent leurs cheveux. Et tous les métaux lourds, en fait, qui viennent de la chimio, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant pour le cuir chevelu. Les cuirs chevelus sont hypersensibles, c'est très douloureux. Et bien justement, les premiers masques développés par Rémi, ça permettait d'enlever les toxines. Non seulement ça permettait de soulager le cuir chevelu, mais ça permettait aussi aux cheveux de repousser avec un cycle normal. Souvent, les cheveux qui repoussent après la chimio, c'est un cheveu qui pousse tout malingre, un peu en frisottis comme ça, qui est pas sain. Mais avec ces produits, il réussissait à trouver vraiment une repousse tout à fait intéressante. Il y en a beaucoup aujourd'hui de coiffeuses Terre de Couleur qui sont adossées à des cliniques, à des centres de soins et qui sont indiquées en fait par des professeurs de médecine ou par des oncologues. C'est souvent des relations assez personnelles et rien qui du point de vue académique est établi. Il n'y a pas de, c'est vraiment des relations interpersonnelles qui se nouent et voilà, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait à ce niveau-là. Alors ça, c'était la première démarche et en fait, peu de temps après, en fait, certains coiffeurs sont rentrés en contact avec Rémi pour d'autres nécessités, qui n'étaient pas des nécessités d'enlever les métaux lourds du bulbe, mais qui étaient de dire, ah, écoutez, le premier d'ailleurs qui est rentré en contact avec Rémi, il disait, moi, j'arrive plus à exercer mon métier, je suis couvert d'eczéma ou j'ai de l'asthme. Donc en fait, c'était d'abord le problème de santé des coiffeurs. Parce que c'est vrai que les femmes, elles ont de la coloration chimique, c'est pas génial, mais c'est une fois toutes les 6 semaines. Le coiffeur, c'est 5-6 fois par jour qu'il inhale des choses. Pire pour la décoloration, surtout quand les poudres étaient volatiles. Il y a vraiment une nécessité, et beaucoup de coiffeurs, en fait, les premiers piliers de la marque Terre de Couleur, les premiers coiffeurs qui sont rentrés en 2004, on parle de 2004, en fait, c'est des gens qui ne pouvaient plus exercer leur métier, qui auraient dû arrêter, changer de métier s'ils n'avaient pas connu la marque, et qui ont commencé avec des soins à l'argile. Donc ça, c'est le début. Et quelques années après, à partir de 2006-2007, à ce moment-là, la coloration végétale est venue comme une nécessité, mais plus comme une continuité,
qu'il fallait apporter notamment aux femmes qui justement, après avoir fait de la chimio, ne pouvaient plus en aucune manière revenir à la coloration chimique, c'était pas possible. Et donc là, évidemment, la coloration végétale, c'était un accompagnement, une continuité par rapport à ce qui avait été fait justement dans le processus de détoxination et très souvent de changement de vie pour les femmes qui sont passées par cet épisode-là. C'est bouleversant, donc on veut souvent changer de vie. Donc c'était d'abord les femmes, ensuite les coiffeurs qui étaient très allergiques, et aujourd'hui, c'est de plus en plus les femmes qui tapent à la porte des salons qui disent « Moi, je voudrais de l'abus végétal, est-ce que vous en avez, monsieur le coiffeur ?» Et le coiffeur dit « Bah non, j'en ai pas. » Donc souvent, ça commence comme ça. C'est « Écoutez, moi, si vous me donnez pas de coloration végétale, je vais changer de salon. » Donc en fait, aujourd'hui, on est contacté par des salons qui font des produits traditionnels à la L'Oréal et qui voient qu'ils perdent un marché. Et donc, ils veulent créer ce pilier à côté de la coloration chimique. La terre de couleur est basée à côté de Tours, à Rochecorbon, juste à côté de Tours, au nord de Tours. D'accord. Et vous avez combien de salons aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 500 salons. Et en France, ou vous allez aussi Alors non, on a commencé. Là, l'export démarre assez fort. Donc, on a des salons au Canada, au Québec. On a des salons aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont très bien démarré. Et puis là, je veux pas pour des raisons de confidentialité vous dire où on explore, mais on a très bientôt d'autres ouvertures dans d'autres pays qui vont intervenir. D'accord, ok. D'accord. Et alors, c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Terre de Couleur? On est une va dire quinzaine pas de au personnes. siège, mais ouais, voilà, Une 15 quinzaine de personnes personnes. je vous le fais entre agents co, commerciaux, recherche et développement, parce qu'en fait, on a vraiment le cœur de Terre de Couleur. Enfin, vous l'avez compris, c'est d'abord la recherche et le développement. C'est Rémi, mais c'est aussi Héloïse qui est une chercheuse, voilà, très jeune, mais très très douée. Et c'est la possibilité en fait qu'a Rémi de connecter avec énormément d'acteurs partenaires tels que le CNRS d'Orléans, tels que l'Université d'Orléans qui s'occupe de l'extraction végétale, tels que le laboratoire Bio-EC qui est un laboratoire de mesure d'efficacité cosmétique. En fait, moi, ce qui m'a plu dans Terre de Couleur, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité investir personnellement, c'est qu'en fait, toutes les marques de végétal, enfin, je veux pas du tout jeter la pierre aux concurrents, c'est pas le but, hein, mais toutes les marques qui se disent naturelles, je dirais que d'abord, il y a beaucoup de greenwashing quand même. Et puis même quand c'est pas du greenwashing, en fait, très souvent, je dirais, on n'est pas sur la notion d'efficacité. C'est pas la valeur cardinale, l'efficacité. C'est d'abord, ça fait pas de mal. Donc c'est l'innocuité. L'innocuité, c'est une valeur très importante pour nous. C'est d'abord ne pas nuire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on traite les gens qui ont un cancer, c'est clair que c'est la valeur principale. Mais c'est souvent, bon, voilà, ça fait pas de mal, ça sent bon, on a peut-être moins d'allergies. Mais franchement, pour avoir un vrai beau résultat qui se voit, il n'y a rien de tel que la bonne vieille chimie. Hein. Il y a comme ça un peu dans la tête des gens, ou même pour un vrai traitement qui marche, c'est vraiment la chimie. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans la marque, c'est qu'on avait des résultats prouvés en laboratoire indépendant, des études cliniques qui montraient l'efficacité des produits, particulièrement les soins à l'argile. Donc, d'où l'intérêt. D'ailleurs, je pense que un des gros vecteurs de croissance de la marque aujourd'hui, c'est qu'en fait, la marque Terre de Couleur a été choisie pour un financement public. Donc, comme je vous le disais, en collaboration avec le CNRS, l'Université d'Orléans et le laboratoire d'efficacité cosmétique Bio-EC en région parisienne, pour créer un consortium de recherche autour de l'eau, autour de l'eau dans les cosmétiques. Et l'eau dans les cosmétiques, souvent, c'est considéré comme un excipient. C'est jamais considéré comme un ingrédient. Or, je dirais la valeur, la grande trouvaille de Rémi, ça a quand même été de trouver qu'en traitant l'eau d'une certaine manière, au-delà du filtrage que font les grands groupes cosmétiques, eh bien, on pouvait lui conférer des propriétés absolument incroyables qu'on découvre tous les jours, qu'on a découvert de façon intuitive, empirique, et qui aujourd'hui, on essaie justement grâce aux instruments de mesure du CNRS de montrer comment, en association avec des huiles essentielles, des argiles ou des plantes, comment on peut arriver à créer des cocktails d'ingrédients, des recettes qui ont une espèce de synergie en fait, grâce à cette eau qui est transformée. Et on est le premier dépôt de brevet justement de cette machine qui transforme les propriétés physiques de l'eau. Voilà, on touche pas à la chimie, c'est H2O, hein, ça c'est. Par contre, on change certaines propriétés de l'eau pour qu'elle interagisse différemment dans les ingrédients et avoir des performances tout à fait étonnantes dans les soins et la coloration aussi.
Et alors j'ai une question, je vois que vous vous entourez vraiment de labos indépendants, de CNRS, de cautions qui montrent vraiment Ouais. la véracité. C'est pas des allégations, c'est des Non. preuves scientifiques. Mhm. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour convaincre? En fait, qui il faut convaincre aujourd'hui pour qu'il y ait plus de coloration capillaire végétale ici en France et ailleurs? En fait, je pense que ça passe naturellement par les consommatrices parce qu'elles y viennent naturellement. Donc, je dirais qu'il y a une tendance assez naturelle pour les consommatrices. Après, je pense que c'est des gens comme vous, qui font un travail de fourmi, qui effectivement explique la différence entre les deux. Et je pense que ça viendra beaucoup par les coiffeurs. C'est pour ça que je crois énormément au canal coiffeur. Parce que je crois que, alors, Mmh. c'est, d'une certaine façon, d'un côté, c'est le canal le plus difficile à convaincre parce qu'ils ont tous grandi à la sauce L'Oréal, ou Vela, ou Schwarzkopf. Oui. Les CAP aujourd'hui de coiffure, c'est essentiellement des CAP où on apprend la coloration chimique, on n'apprend pas du tout le végétal, donc on est en train de convaincre. D'ailleurs, c'est les CFA, les centres de formation, qui viennent plutôt nous Mmh. chercher en disant, moi, je voudrais bien créer un module de coloration végétale parce que j'ai des jeunes qui veulent rentrer sur le marché, mais ils veulent pas toucher à la chimie, ils veulent pas s'abîmer la santé. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on crée des modules avec certains CFA, mais c'est là aussi un travail de fourmi, c'est un par un. Donc voilà, je pense que ça passe par les coiffeurs parce que eux, très souvent, il y a une réticence, ils ont peur de changer les habitudes. Mais je Mmh. comprends tout à fait parce que, vous savez, quand on achète un produit en supermarché, eh bien, si la consommatrice est pas contente, il s'écoule le laps de temps où elle va revenir chez elle, essayer le produit, elle va revenir pas contente, mais on attend de se préparer. Quand vous appliquez une coloration végétale sur quelqu'un, C'est là, direct. c'est en live, c'est en direct, elle vous dit, bah, écoutez, là, vraiment, ça va pas du tout. Donc, c'est le coiffeur, il a peur de se risquer. Je comprends Mmh. très, très bien pourquoi. C'est vraiment, il se passe ça en direct. Donc, il y a vraiment un besoin de lui apporter de la sécurité. Donc, les habitudes de la chimie, voilà, c'est 35 minutes de temps de pause, voilà, on applique ça, ça donne ça. Même s'il y a aussi beaucoup de surprises entre nous. En coloration chimique, quelquefois, on a des trucs qui se passent qui sont pas prévus. Donc, c'est pas aussi certain que ça. Mais le végétal, en fait, il y a une image aussi qui était pas très bonne au départ. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est né où il y a maintenant une petite vingtaine d'années, le végétal, hein. Ouais, une vingtaine d'années. Au début, c'était beaucoup d'essais-erreurs, en fait. Ça a été énormément au départ, le végétal, on broyait les pigments à 300, 500 microns. C'était de la grosse poudre, hein, bien, bien grossière. Ça tombait par terre en paquets, c'était difficile à appliquer. Voilà. Donc, c'était pas forcément très facile, pas agréable pour le coiffeur, puis des résultats un peu inégaux pour la consommatrice. Et c'est vraiment un marché qui a grandi avec le coiffeur. Déjà, dans les concurrents qu'on a, nous, on est un peu à part parce qu'on est vraiment labo de recherche, mais nos concurrents, et avec le plus grand respect pour ce qu'ils ont fait, ce sont principalement des coiffeurs. Christian Roche, c'est un coiffeur. Couleur Gaïa, c'est des coiffeuses. Il y a aussi l'Envolée des couleurs, qui est un concurrent que vous connaissez peut-être, qui est aussi une coiffeuse, qui Mmh. était clientèle de couleur auparavant. Donc, c'est des gens qui ont fait énormément d'essais en important des plantes, en faisant des mélanges, voilà. Donc, et en fait, ça s'est beaucoup amélioré grâce à ces essais et erreurs. Et on a appris depuis à broyer différemment, à passer non seulement du broyat grossier à la micronisation, on passe à 30, 70 microns, et là, on a une adhésion, une adhérence, pardon, une adhérence bien meilleure sur le cheveu, on a des valeurs d'usage qui sont bien meilleures, et puis aussi on a un résultat qui est bien supérieur. Donc tout ça a progressé, on a appris à faire des mélanges, on a appris à ajuster. Et donc la coloration végétale, aujourd'hui, elle a peut-être l'image encore d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, où le henné, on parlait du henné, il y a encore beaucoup de coiffeurs qui disent oui, c'est du henné. Le henné, c'est une plante sur la vingtaine qu'on peut utiliser. Donc c'est une seule plante. Et le henné, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il était souvent vendu avec des sels métalliques. Et c'était Mmh. impossible avec du henné de mettre de la chimie derrière, des mèches ou de la permanente parce que les cheveux cassaient. Non pas à cause du henné, mais à cause des sels métalliques. Donc le henné était une espèce de truc complètement en prohibition totale dans les salons de coiffure qui faisaient de la chimie. Maintenant qu'on fait du henné pure plante, il n'y a plus aucun souci. Au contraire, le végétal se marie très bien après des services techniques tels que les mèches, tels que ou la permanente, par exemple, ou le lissage. Voilà, donc je pense que c'est Et alors, par le coiffeur qu'on va arriver à convaincre davantage, parce que c'est lui qui va convaincre la consommatrice. est-ce qu'il y a pas une forme, ma question, va paraître naïve, mais c'est fait exprès. Est-ce Mmh. qu'il y a pas une forme de lobby de ces marques qui, bah oui, sont dans les centres de formation, sont partout, sont présents partout, tout le temps, enfin,
En fait, ils sont même dans les supermarchés, on les retrouve vraiment. Ouais. C'est aussi ça. Il y a les géants et il y a la couleur végétale qui essaye d'émerger. Il y a des preuves, donc à chaque fois, je vois dans les acteurs de la couleur végétale, il y a beaucoup de gens qui font des preuves, de la recherche, etc. Mais je me dis, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un gros poids lourd qu'il faudrait soit bouger, soit qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ouais, en fait, je pense que alors oui, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup évolué. On va être tout à fait honnête là-dessus. Ils ont lancé leur première gamme, c'était pour les salons de coiffure, une marque qui était sincèrement utilisait des ingrédients naturels. C'était pas de la coloration, mais c'était du soin. Il y avait un véritable effort de coller à cette tendance qui montait du vert, et voilà. Mais je dirais qu'il y avait déjà peut-être à l'époque il y avait moins de sourcing, il y avait moins de choix d'ingrédients. Il y avait un savoir-faire qui était naissant, tout simplement. Et puis une culture dans des groupes comme ça, qui est vraiment une culture de la pétrochimie, qui vient de décennies de pratiques différentes. Donc même avec la plus grande sincérité, je pense qu'il n'y a pas forcément les connexions qu'ils peuvent avoir avec les bons acteurs, avec les gens qui essayent. Il y a toujours un peu les mêmes canaux. Donc il y a cette culture qui se disent que, un peu comme je vous disais, ce qui marche, c'est quand même la chimie, quoi. Quand vous avez une grosse maladie, on va prendre un truc qui vient des labos, on va on va pas danser autour du feu. En gros, il y a un peu cette culture très sceptique par rapport à tout ce qui vient de la nature. Après, je pense qu'ils ont vraiment essayé d'évoluer, mais je pense que ce qui leur a manqué dans l'histoire, c'est qu'il y avait 3 plantes. Il y avait il y avait 3 plantes, et pas 20 ni 15. Et le coiffeur devait lui-même faire ses mélanges. Avec cette idée que si le coiffeur fait ses mélanges, le coiffeur, il adore bricoler, donc comme il adore bricoler, on va le laisser faire ses mélanges lui-même. Sauf que c'était source d'erreur énormément, donc faut vraiment pas se planter dans les pesées. Et puis on n'avait pas du tout une variété de tons et de reflets qui était suffisante, quoi. Ouais, Si vous assez mélangez large, ouais. on faisait des marrons plus ou moins clairs, quoi. Voilà. Mais pas vraiment. Il y a une infinie subtilité de reflets qu'on peut avoir avec le végétal qui est juste magnifique. Et il n'y avait pas du tout ça qui était capté. Donc, source d'erreur, des temps de pause assez longs, que des marrons. Je pense qu'ils ont pris pas forcément, à mon avis, par le bon bout. Et surtout, ils ont pas vraiment, j'ai pas l'impression, que je me trompe, hein, qu'ils sont pas avec des coiffeurs, pour vraiment, justement, avoir ce savoir-faire qui permet d'arriver à des recettes qui fonctionnent, quoi. C'est beaucoup de boulot, hein. C'est des années de boulot. Est-ce que toutes ces marques Et ont fait ça? est-ce que ces marques, du coup, vous pensez qu'elles travaillent encore à sortir du végétal ou c'est quelque chose qui se Elles fera seront pas? obligées Est-ce parce que que, en elles fait, ont un intérêt? je pense qu'elles vont y venir tôt ou tard. Elles vont y revenir tôt ou tard pour une raison simple, à mon avis, qui est que quand vous faites rentrer une coloration végétale dans un salon qui le pratique correctement, petit à petit, la coloration chimique, elle disparaît, hein. Nous, nos plus gros clients, je veux dire, notre cliente numéro 1 qui se trouve à Arles, il y a 7 ans, c'était 80% de chimie et 20% de végétal. Aujourd'hui, c'est 99,9% de végétal. Voilà. Donc Et parce la qu'elle pratique très très bien ouais, voilà, elle en la maîtrise. maîtrise. Voilà, Mmh. tout à fait. Et est-ce que la demande globale des clientes Mmh. augmente? La Et demande est-ce que augmente, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que les coiffeurs viennent nous chercher. Dit que j'ai une cliente qui dit je veux du végétal, donnez-moi une marque, qu'est-ce que je fais parce que sinon je vais voir ailleurs. Donc oui. est-ce qu'il y a pas aussi une cible, notamment les femmes enceintes qui je pense que pendant la grossesse, c'est pas recommandé de faire des colorations Absolument. synthétiques. Est-ce que c'est pas aussi un passage où la cliente, elle Ouais, passe tout à à fait. la végétale? Tout à fait. Ouais. Le masque dont je vous parlais, vous savez, le masque blanc qui Mmh. permet de détoxiner les métaux lourds justement pour les femmes qui étaient en traitement. C'est typiquement un produit qu'on utilise également pour les femmes enceintes et puis elles font des colorations végétales après. Oui, oui, absolument. C'est aussi un moment où on bascule très souvent. Ouais. D'accord. Alors, je vous fais pas la question, la différence entre la coloration végétale, synthétique et naturelle, parce qu'on l'a vu et je voudrais aborder d'autres questions avec vous. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire qu'on accélère la transition du synthétique au végétal? Ouais. Alors en fait, nous, le challenge pour nous, c'est vraiment de convaincre les coiffeurs et de convaincre les coiffeurs qui font de la chimie. Et on a vraiment essayé de créer ces ponts entre les deux. Parce que en fait, il y a une quinzaine d'années, il y avait un petit peu le ghetto des gens qui font du végétal, un peu babacool, et puis les gens sérieux, très business, un peu ennuyeux de la chimie, et ces deux mondes qui se parlaient pas du tout. Aujourd'hui, comme les salons qui font de la chimie voient vraiment arriver des femmes qui leur demandent des services du végétal, ils sont obligés d'y aller, mais du coup, il faut essayer de les rassurer, de leur montrer qu'on peut faire des choses très simples avec le végétal, au moins pour mettre un pied dedans.
pour exercer son œil. Et après, on peut monter en technicité comme un coiffeur chimique. Hein, c'est pas plus difficile. En fait, le premier service en salon de coiffure que beaucoup de salons font, à part quelques salons qui sont dans le végétal de façon très très, je dirais, extrême, c'est le service des mèches et balayages. Les mèches et balayages, aujourd'hui, c'est pas que des poudres, c'est pas forcément avec des poudres volatiles, c'est devenu un petit peu moins embêtant pour le coiffeur, même s'il vaut me mettre un masque. Mais en fait, les salons ont beaucoup de mal à renoncer à ce service parce que c'est un service qui est extrêmement lucratif pour eux. C'est assez peu de matières premières, c'est beaucoup de savoir-faire, beaucoup de côté artistique très personnalisé. C'est un service que la cliente ne peut pas se faire en supermarché quand elle achète en supermarché, donc c'est très professionnel et ça leur apporte quand même une belle rentabilité. Donc c'est le service incontournable qu'on fait aux jeunes avant qu'elles aient des cheveux blancs aussi, par exemple. Hein. Donc en fait, ce que font souvent les salons, c'est qu'une fois qu'on a fait des mèches et balayages, on met ce qu'on appelle une patine derrière. Donc on met une coloration ton sur ton, le plus souvent chimique, pour colorer légèrement en doré ou pour enlever le faux reflet rouge, pour enlever le faux reflet jaune, pour le donner rendre un peu plus neutre ou pour protéger. Voilà. Et donc ça, en fait, ça veut dire qu'après la chimie de la poudre décolorante ou de la pâte décolorante, on rajoute encore de la chimie avec une patine. Et en fait, ce que nous on a découvert et ce qu'on a vraiment mis au point, c'est en fait, faire ça avec du végétal, faire des patines avec du végétal, il n'y a que des avantages. C'est-à-dire que c'est plus rapide ou aussi rapide en fonction des nuances que la chimie. Non seulement ça va pas oxyder le cheveu une autre fois, mais au contraire, comme on travaille en gainage, vous avez dû entendre parler de la façon dont ça fonctionnait, c'est du gainage la coloration végétale, on n'est pas dans le cheveu. Donc on gaine, donc on protège. Donc on protège les mèches, on évite qu'elles se sensibilisent. Le pire pour une femme qui fait des mèches, qui veut devenir blonde, c'est qu'au bout de 6 semaines, comme le cheveu a été vraiment en fait ouvert, les écailles ont été ouvertes, et ben les mèches deviennent jaunes. Et il n'y a pas pire en fait que des mèches qui deviennent jaunasses. C'est pour ça que les femmes adorent le côté polaire, glacé quand elles veulent devenir blondes. Hein. Et c'est pas le cas de toutes. Hein. Je pense pas que vous vouliez devenir polaire, en tout cas quand je vois votre look. Je pense pas que ça soit votre cas. Mais il y a pas mal de femmes qui veulent le faire. Et donc en fait, l'intérêt avec les patines, c'est que justement, comme on va faire un gainage, on va éviter ce côté jaunâtre. Voilà. Après, donc il y a et en plus c'est très rentable pour le coiffeur. En fait, c'est d'abord du savoir-faire, mais c'est quelque chose qui coûte moins cher que de faire une patine végétale, une patine chimique, pardon. D'accord. En gros, vous avez une gamme de combien de teintes un peu pour donner un ordre d'idée? 19 teintes. Ok. Et en fait, on a une grande expertise sur les blonds notamment, justement qui nous permet d'être dans les patines on a 8 nuances de blond. Ce qui nous permet d'être du blond cendré au blond plus chaud, au blond foncé, avoir des nuances très subtiles. Et surtout, l'intérêt, c'est que, en fait, nous, on a un protocole qui est un petit peu différent de ce que peuvent faire la plupart des marques végétales, avec tout le respect que je leur dois, qui ont tout à fait développé le marché. Mais en fait, nous, on a ces soins à l'argile qu'on recommande d'appliquer avant la coloration végétale. Et donc, ça a le double intérêt d'enlever les polluants, les résidus de coloration chimique et tout ce qui pourrait être aussi les résidus de soins chimiques comme du silicone qui vont empêcher un peu l'adhérence de la coloration. Donc on permet une meilleure accroche et surtout, comme on a vraiment purifié le cheveu, on peut se permettre d'utiliser en fait dans les mélanges de coloration végétale en fait beaucoup moins de plantes indigotiers. Parce que l'indigo, en fait, c'est ce qui souvent va permettre de couvrir beaucoup, d'avoir la couverture, d'avoir l'opacité. L'inconvénient, c'est que en fait, s'il y a l'indigo, c'est vert, c'est bleu-vert, donc ça va neutraliser le henné pour faire un marron. Ça va aussi apporter la petite touche de couverture pour un blond. Par contre, quand il y en a une certaine dose, après vous pouvez plus faire de mèche et balayage du tout. Donc souvent pour le coiffeur qui fait de la chimie, il se dit oula, si je me mets au végétal, c'est un chemin sans retour. Je pourrais plus vendre de service mèche à ma consommatrice. Alors en fait, avec tous nos blonds, avec toutes nos nuances, en fait, hormis les bases très foncées qui ont une forte dose d'indigo, on peut vraiment faire des mèches derrière pour le coiffeur sans aucun problème. Grâce au fait qu'on a cette détox qui vient avant et que l'équilibre des plantes dans nos nuances est un peu différent. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez parlé d'une vingtaine de plantes. Est-ce que, alors on a beaucoup d'auditeurs passionnés de plantes, hein, je vous le dis. Est-ce que vous pourriez les balayer comme ça, nous en donner quelques-unes
qu'on Oui, les ben parcourt on a des ensemble. indigotiers. L'indigo, on a deux types d'indigo. L'indigo, un indigo qui est plutôt bleu qui vient d'Inde, un indigo plutôt vert qui vient d'Iran. On a de la matricaire pour donner un côté blond très léger. La matricaire, c'est un genre de camomille en fait. Hein. On a du quebracho. Quebracho, c'est un bois qui vient d'Argentine, du sud d'Amérique latine. Et moi, j'avais bien connu en Argentine pour faire des barbecues, mais ça sert aussi à faire de la coloration végétale. On a de la rhubarbe, on a du roucou, roucou qui donne ce côté orange-rouge, du thé noir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? L'amla, évidemment, c'est un incontournable hein, pour donner le côté légèrement, enfin, assez subtil, mais pour nuancer les châtains et les bruns. Du campèche pour le côté mauve, violacé. Puis le campèche, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte beaucoup de tonicité aussi à la peau. Enfin, l'intérêt des plantes, c'est qu'il y a aussi l'aspect thérapeutique des plantes, pas seulement sur le cheveu, mais aussi, alors, certains sont très intéressants pour la kératine, comme le curcuma, par exemple. Le curcuma qui donne ce côté blond très très intense, même très jaune, hein, très doré. Il faut l'utiliser avec précaution. Mais il a un côté nourrissant de la kératine qui est très intéressant. Et d'autres ont aussi des vertus très intéressantes pour la peau elle-même, hein, quand on l'applique sur le cuir chevelu comme le campèche qui apporte beaucoup de tonicité à la peau. Bon, évidemment le henné, donc on a trois types de henné, le henné cuivré qui vient d'Iran, le henné jaune qui vient d'Égypte, le henné orange qui vient du Maroc, qui a le côté protecteur gainant, mais qui est surtout donc la base pour faire des colorations deux temps. Pour une base comme la vôtre, il faudrait faire un deux temps, donc une première couche de henné et une deuxième couche qui serait à forte teneur en indigo pour justement avoir cette belle couverture. Donc voilà ce que je peux passer comme plantes, c'est les principales plantes utilisées. Il y en a pas mal d'autres, mais je pense que là, ça serait peut-être un peu trop tôt dans le détail. C'est des plantes, bah voilà, qui viennent. Bon, rhubarbe, je pense qu'on peut trouver Oui, chez nous sans problème, mais matricaire, donc du rhubarbe, coup on c'est trouve, plus ouais. donc c'est plutôt des plantes d'ailleurs. Il y a donc pas la possibilité de faire, j'en sais rien, une filière coloration capillaire 100% française, parce que bah tout ça on n'en trouve pas et le henné, sauf erreur, il y en a pas sur le territoire Ouais, français. ouais, intéressant. Euh, c'est quoi les défis en fait? On va passer un peu sur l'environnement. C'est quoi les défis sur la couleur, la coloration capillaire? Si c'est pas un sourcing plutôt français, vu qu'on voit bien que c'est pas des essences qui poussent chez nous, c'est quoi? C'est vos défis de demain? C'est quoi? C'est l'emballage? C'est le retraitement des eaux? Parce que en salon de coiffure, ces traitements, ils sont appliqués sur la cliente et ils repartent dans les canalisations. Donc on a le même souci que pour la teinture végétale, etc. C'est comment on fait attention à ce qu'on rejette. C'est quoi vos défis, en gros, que vous avez identifiés? Ouais. Alors déjà, si j'englobe un peu votre sujet en parlant des produits que l'on commercialise généralement, il y a aussi les soins à l'argile. Tout ça est totalement biodégradable, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans la canalisation, il n'y a franchement pas de problème. L'argile, c'est un matériau qui est une matière première qui est littéralement classée comme inépuisable, c'est-à-dire qu'un champ d'argile, ça va se produire en permanence. Mais si on extrait de l'argile, une espèce la terre reproduit de l'argile en permanence, donc on n'a pas de souci d'approvisionnement pour ça. Alors pour la coloration végétale, c'est super intéressant le sujet que vous abordez. Justement, ça pousse en général dans des pays qui sont pas les nôtres. C'est pas le nôtre, c'est pas l'Europe. Et justement, en fait, nous, ce qu'on a tenu à faire, ça c'est vraiment la décision de Rémi. Il aurait pu partir sur autre chose. Et on a mis un petit peu de temps, d'ailleurs, nous, on est à voir notre coloration végétale telle qu'on la voulait. On a pris du temps. Pour une raison simple, c'est que la valeur super importante, comme on s'occupait de gens qui étaient au départ, hein, les racines de la marque, c'est quand même les gens qui étaient en traitement lourd, à qui on pouvait donner absolument aucun type de toxine. En fait, le problème, c'est quand on importe les plantes, généralement, elles sont déjà broyées. Ceux qui fournissent, les grands exportateurs de ces différents pays qui sont l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Yémen, le Maroc, enfin, tous ces pays gros producteurs de plantes, en fait, les exportateurs exportent de la plante déjà broyée. Et en fait, en France, c'est essentiellement un mélange entre ces différentes plantes qui est réalisé pour faire les recettes, ou alors c'est déjà mélangé sur place et c'est commercialisé, c'est expédié en France. Donc, en fait, Rémi n'a pas du tout voulu rentrer sur cette logique-là. Il s'est dit, si on fait ça, on n'a pas du tout le moyen de savoir ce qu'il y a dedans. En fait. C'est extrêmement difficile de savoir. Il y a deux problèmes. Il y a un problème d'abord de fraîcheur, c'est-à-dire que quand vous avez des plantes qui arrivent en lot comme ça, vous pouvez avoir un mélange entre un lot qui a quelques mois et un lot qui a 5 ans, et c'est impossible de le savoir. Donc premier problème. Deuxième problème,
En fait, c'est comment est-ce que la plante a été cultivée, c'est pas en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a des labels. Hein, attention, nous aussi, on a pris un label EcoCert Cosmos, des colorations qui arrivent labellisées, même EcoCert Bio. Et en fait, EcoCert qu'on connaît bien, ou les labels, ils n'ont pas vraiment les moyens d'aller voir sur place Ouais. et garantir que le paysan il cultive sans pesticides. C'est juste pas possible. Ils le disent, ils sont très honnêtes, hein, voilà. Mmh. Et je pense pas qu'un fournisseur ait le moyen d'aller voir tous les champs dans lesquels il va aller voir comment ça fait. Donc, tout ça, c'est du déclaratif, en fait. C'est basé sur du déclaratif. Alors, il faut avoir des labels parce qu'aujourd'hui, effectivement, là, c'est une réassurance pour la consommatrice, mais nous, on sait que c'est pas suffisant. Donc, on n'était pas satisfait avec cette filière-là. Donc, nous, ce qu'on a décidé, et bon, on est un peu les seuls à le faire, c'est d'importer les plantes entières. Donc, on les apporte pas en D'accord. poudre. Donc, elles viennent entières en France. Et je préfère là pas vous donner le nom de nos partenaires parce que c'est Non, une non, mais je filière qu'on a comprends. mis du temps à, on a mis du Je temps, je dirais, à comprends. développer. Donc, on a un partenaire qui importe les plantes et on a mis au point avec lui tout un cahier des charges pour sélectionner les plantes quand elles arrivent. Donc, on va vérifier avec leur taux d'humidité et leur fraîcheur. Donc, on connaît le temps du lot, en fait, combien de temps a le lot. On va Mmh. également vérifier leur teneur en métaux lourds. Et c'est là qu'on peut savoir s'il y a des pesticides ou pas. Et en fait, c'est le seul moyen de savoir si la plante elle est saine. C'est ça, ouais. Et une fois qu'on a fait ça, et ben ça passe. D'ailleurs, je me souviens une fois où Rémi a carrément renvoyé sur place un container complet d'indigotier. Hein. Il a dit non, ça passe pas. On était en rupture, mais voilà, c'était là, on n'avait pas le choix. Enfin, c'était, je dirais, c'était essentiel, en tout cas pour Ouais. nous. Et donc, une fois que ces plantes passent le filtre de ces analyses, chez notre partenaire, à ce moment-là, eh bien, on va les broyer. Donc, comme je vous disais, à 300-500 microns. Puis ensuite, on les envoie à un autre prestataire qui va microniser les plantes. Il n'y en a pas 50 en France d'ailleurs. Et il va les passer suivant les plantes, entre 30 et 70 microns, un peu plus parfois. Et l'intérêt aussi, c'est que nous, on peut vraiment maîtriser notre micronisation. C'est-à-dire que comme c'est nous qui le faisons en France, avec notre partenaire, on peut vraiment avoir la poudre qu'on veut. Et en fait, d'avoir une poudre très fine, c'est un avantage pour le coiffeur, parce que vraiment, quand il mélange, avoir une crème super sympa à Ouais. appliquer. Donc D'accord. c'est un plus. D'accord, OK. Et ensuite, on emmène, la dernière étape, c'est de faire conditionner ces colorations dans une entreprise adaptée où travaillent des gens en situation de handicap. C'est un travail qui est tout à fait faisable par une large population. Une fois que c'est conditionné, ben on le fait rentrer en octobre. En fait, c'est plutôt une filière où on garantit Mmh. la traçabilité. Donc voilà, c'est notre réponse. On a posé la question à notre importateur de plantes, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire pousser des plantes tinctoriales en France? Alors, il y a déjà un problème un peu écologique, ça serait forcément sous serre, donc tout ce que ça suppose. Mmh. Mais il n'y a pas que Ouais. ça en fait. En fait, il nous dit, mais c'est quand même la terre a une grande importance. La nature de la terre, enfin Ouais, le vous le connaissez terroir. Ouais, ouais. parfaitement, vous qui êtes Ouais, ingénieur ouais, ouais, ouais. agro, ce qu'il y a dedans, voilà. Donc on est en train de trouver des filières pour des nouvelles plantes, parce qu'il y a certaines plantes qui ne sont pas commercialisées autrement qu'en poudre. Donc on est en train de trouver d'autres filières pour trouver des gens qui veulent bien nous vendre des plantes entières, sinon on fait pas. Mais voilà, c'est vraiment plus en fait, écologiquement, importer par bateau, par grand container, c'est pas un gros impact, hein, c'est du bateau, c'est pas voilà, c'est pas très gênant. Donc nous, ce qui est vraiment important, c'est plutôt de pouvoir revendiquer le fabriqué en France. D'ailleurs, on vient d'avoir l'autorisation par les douanes, de pouvoir maintenant mettre des jolis drapeaux français sur nos colorations, on va pas se payer de Ouais. faire. Parce qu'on Parce que est c'est le quand il y a processus une de recrutement, c'est transformation. Ouais. Mmh. fabriqué en Ouais, c'est France, ça. c'est vraiment le cas, quoi. On n'est pas en train de raconter des bêtises, on le fait vraiment. Et c'est super important Ouais. pour nous parce qu'on a un public, notre public Mmh. vraiment de départ, qui sont des gens, on peut pas leur donner des choses qui sont certes labellisées, peut-être labellisées, mais pas forcément sans pesticides. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des botanistes ou des chercheurs qui ont regardé s'il y avait pas des plantes qui pourraient faire l'affaire, mais des plantes qui sont, de notre coin, enfin des plantes françaises, ou en tout cas européennes, qui pourraient Ouais, faire ouais. qu'on rapproche un peu la filière? Parce que vous dites le bateau, je suis d'accord avec vous, c'est pas le pire, mais on l'a vu pendant le Covid, et cetera, on est vachement dépendant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a pas Mmh. une réflexion aussi à engager, bon, vous voyez où je veux en venir, parce que moi Ouais, ouais, j'adore, absolument. agronomiquement, est-ce qu'il y a pas, des gens Et qui cherchent? certainement, Heu, et certainement d'ailleurs, je viens d'avoir récemment le contact de quelqu'un qui effectivement est en France le contact pour alors il travaille plutôt sur les plantes alimentaires.
mais un Oui, contact important pour savoir effectivement sur la cultivabilité des plantes en France. Donc, c'est des ah, choses sur lesquelles génial, on travaille tout le temps. Mais génial. aujourd'hui, voilà, les plantes qui sont vraiment en Europe, c'est, je vous dis, la matricaire, la rhubarbe. Mmh. Il y a beaucoup de plantes qui sont super intéressantes pour le textile. D'ailleurs, je pense que vous devez le savoir mieux que moi. Mais en fait, on arrive plus facilement à faire adhérer des plantes sur des tissus que sur la kératine. C'est plus compliqué sur la kératine. Oui, Donc voilà. d'accord, OK. Mais en fait, au départ, on s'inspire du textile, et puis il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas. Mais aujourd'hui, si on veut des plantes avec des reflets vraiment un peu intenses, aujourd'hui, ça pousse pas ailleurs que dans les Oui, pays, voilà, d'accord. tels que celles Et que alors j'ai évoquées. quelles autres, pardon, du coup, quelles autres grandes thématiques vous voulez embarquer, en fait? Parce que donc, du coup, on comprend bien, c'est un marché qui augmente par les clientes. Enfin, voilà, il y a des demandes de plus en plus importantes. Vous avez, donc, un sourcing, une traçabilité Mhm. et des analyses qualité au top. Les clients, des partenaires qui vous, comment on va dire, donnent des gages de qualité, le Ouais. CNRS, vous avez cité plein de gens. Il y a la recherche, voilà, pour relocaliser un petit peu l'approvisionnement, on va dire. Il y a Mhm. quoi comme autre défi que vous avez, vous, Comme autre défi, c'est un défi dont on a parlé, c'est d'abord l'éducation du marché et embarquer les coiffeurs avec nous. En fait, je pense qu'il y a un ouais, truc qui est super intéressant aujourd'hui, et moi qui ai bossé en fait avec le circuit coiffure depuis très très longtemps, mais d'abord chez L'Oréal et puis ensuite chez Terre de Couleur, c'est quand même un peu de réenchanter la profession. Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui sont aujourd'hui, vous savez, il y a un peu le côté, déjà ils se rendent compte quand même que manipuler des produits tels qu'ils manipulent pendant des années, ben, il y a quand même beaucoup de maladies professionnelles. C'est quand même un des secteurs qui a le plus de maladies professionnelles telles que l'asthme, les rhinites, l'eczéma. Donc ça, ils s'en rendent vraiment compte. Euh, et donc ça gâche un peu le plaisir quand même, hein. Et puis il y a aussi le fait que quand on manipule des produits tels que les soins à l'argile, tels que la coloration végétale, quand on rentre dans un salon qui travaille avec ça, c'est d'autres odeurs, d'autres sensations. ah ouais, Voilà. Et donc on prend du plaisir à exercer son métier. Le fait d'appliquer un soin à l'argile, on va laisser poser 20 minutes, on prend son temps. Il y a un côté, ça vous allège complètement le cuir chevelu, ça enlève les toxines. Donc c'est vraiment le coiffeur redécouvre un peu la prise en charge d'une consommatrice. Il va l'accompagner, il sent qu'il lui fait du bien, elle sort, elle est contente. Ça c'est on est aux antipodes du côté un peu à la chaîne où on vous mmh, fait votre coloration en une demi-heure et puis ciao. Donc mmh, ouais. en fait, on est ravis de voir que ceux qui bossent vraiment avec nous bien et qui sont contents, c'est les gens qui sont juste qui irradient, voilà, et c'est contagieux. Ils sont contents, ils en parlent autour d'eux, et voilà, ils aiment à nouveau leur métier. Et ça, je trouve que c'est très gratifiant, quoi. C'est très sympa. Et c'est le défi, c'est Et d'arriver à passer ce mot et ouais, ce rendre tout cap. ça contagieux. J'ai vu sur votre site que vous faisiez des formations présentielles ou Ouais, numériques. Enfin, ouais, ou virtuel. j'ai Ouais. trouvé ça intéressant d'avoir aussi la possibilité de se former à distance. Mhm. J'ai vu qu'il y avait donc des sujets que je ne comprends même pas, de coloration qui, bon voilà, je comprends pas les termes. Et j'ai vu qu'il y avait voilà en 3 niveaux la formation à la Mhm. coloration capillaire végétale Oui. pour les débutants. En gros, c'est pour vraiment accompagner les coiffeurs Mhm. et leur montrer que voilà, ça va être un accompagnement pas à pas. Mais j'ai trouvé bien la forme numérique parce que je Ouais. pense que il y a un gros frein dans tous les domaines, c'est de devoir se déplacer pour une formation Oui, oui, ou de devoir bien sûr. prendre du temps. Donc j'ai trouvé ça Oui, puis il y a beaucoup top de choses comme qu'on peut moyen. il y a beaucoup de choses qu'on peut transmettre, par le numérique, ouais. Alors, par contre, ça rien ne remplace, le contact humain et le fait qu'on puisse voir un modèle appliqué sur quelqu'un, l'appliquer sur soi-même, c'est quand même assez irremplaçable. Mais en tout cas, pour communiquer les techniques de base, c'est tout à fait faisable, de façon, digitale, ouais, bien sûr. Alors, on arrive Mmh. globalement à la fin des questions que j'avais à vous poser, mais est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder que je vous ai pas posé ou que je n'ai pas amené? Est-ce qu'il y avait des alors un sujet que non, je pense qu'on a balayé assez largement, je pense, hein. Nous, il y a quelque chose qui me semble important, qui me semble super source d'optimisme, en fait, c'est que moi qui viens de l'autre côté un peu de ce monde de la chimie, en fait, on considérait un peu que finalement, rendre les femmes belles, c'était, je dirais, il y avait un il y avait une contrepartie qui est que certaines choses sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc il y avait un peu ce choix, soit on va rester dans la santé
et on n'a pas son résultat, soit on a son résultat, mais du coup, c'est au détriment Ouais. les femmes qui font de la coloration chimique pendant des années, elles ont le cuir chevelu qui est quand même beaucoup plus clairsemé après 50, 60 ans, ça se voit, quoi. Et donc, il y avait un peu cette idée que c'était ou l'un ou l'autre. Et moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que quand on pousse vraiment loin la recherche avec les plantes, et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire, parce qu'on découvre des trucs qui nous étonnent chaque fois plus, les plantes ou les éléments naturels comme l'argile, ou les huiles essentielles associées d'une certaine façon, on découvre qu'en fait, quand on pousse vraiment la science dans cette piste-là, la santé, finalement, la démarche santé peut donner des résultats encore beaucoup plus beaux que ce qu'était la chimie, finalement. Une belle coloration végétale avec une belle détox avant, ça brille beaucoup plus, ça respecte les différences naturelles il n'y a pas ce côté uniforme, il y a un aspect vraiment cheveux sains qui est super sympa, quoi. Et donc, en fait, en étant sain, en étant naturel, on peut être beaucoup plus performant qu'avec la chimie. Pour moi, c'était la vraie découverte. Et c'est ça qui rend vraiment le truc vraiment sympa, quoi. Qui doit nous rendre optimistes. J'avais une question comme ça qui me passe par la tête. J'ai reçu hier sur le podcast les Ocres de France, la société Ocre de France, Oui. parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur c'est quoi la différence entre un pigment végétal et un pigment minéral. Question complètement improvisée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de colorer les cheveux avec des pigments minéraux? Alors en fait, on a des pigments minéraux qui sont dans nos soins à l'argile. Avec nos soins à l'argile, il y a 9 couleurs différentes. C'est pour ça qu'on s'appelle terre de couleur d'ailleurs. Terre de couleur, c'est pas le couleur de la coloration végétale, c'est au départ le couleur des soins à l'argile. Parce que on sait que la couleur communique par la longueur d'onde qu'elle transmet, elle communique quelque chose. On met une personne, même aveugle, dans une pièce jaune, elle va ressortir différemment que si c'est une pièce bleue. Enfin, je pense que on commence à le savoir. Donc, on utilise plutôt les pigments minéraux pour cet aspect, un peu chroma influence sur l'organisme, sur la santé. Pas encore pour la coloration. Être une piste ou pas du tout? Ou c'est pas a priori une bonne idée? Alors, je pense que je peux pas vous répondre très honnêtement. Je pense que les labos ont dû l'essayer. Si ça avait été le cas, je pense on l'aurait fait. Ouais, que ce serait déjà fait. Ouais, d'accord. C'est ce qui me semblait aussi. Ok, super. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous voulez passer le micro pour qu'on continue l'exploration de la coloration capillaire? Je pense que ce serait intéressant, c'est de passer le micro. Moi, je pense par exemple à une personne coloriste végétale qui serait très intéressant d'interviewer. C'est justement Sylvie du salon à Arles, qui est aussi notre formatrice terre de couleur. Ouais, carrément. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui a développé l'aspect artistique de la coloration végétale. Parce qu'en fait, souvent, le végétal, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a le côté, il faut couvrir les cheveux blancs, ou alors, faut pas faire de la chimie, mais c'est un peu des besoins, je dirais, assez basiques. Et en fait, très souvent, on pensait que l'artistique, c'était uniquement la chimie, parce qu'on pouvait décolorer les cheveux, parce qu'on pouvait des choses comme ça. Et elle a vraiment développé des techniques super intéressantes et a complètement sorti le végétal de son ghetto un petit peu couverture, santé, pour le mettre aussi dans l'artistique. Et là, elle a plein de trucs à dire. Elle a vraiment plein de trucs génial. C'est top. Franchement, Christian, un grand merci parce qu'on a encore exploré des nouvelles portes de la coloration capillaire. En fait, j'ai l'impression que c'est sans fin parce qu'à chaque fois, je me dis, j'espère qu'on va pas redire les mêmes choses. Et non, on ne redit pas les mêmes choses. Donc, c'est génial. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!